L'IA ne remplacera pas les gens, mais les gens qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Je suis le groupe de beauté qui a le plus de tech. Plus techie que moi dans la beauté, il n'y en a pas en fait. Donc je ne cherche pas la tech. Au contraire, je ramène à My Little la tech. Mais la tech est froide. Je cherche de My Little l'émotion. Je cherche le savoir autour de la communauté. C'est très facile d'être connu. Tu descends en bas là, tu mets 2 claques à un gamin. Il y a quelqu'un qui te screen. 10 minutes après, toute la terre te connaît. Donc la question c'est connu pourquoi ? Il faut être connu, mais il faut être aimé et il faut être apprécié à sa juste valeur et respecté. Les gens, ils te donneront pas de l'argent parce que tu es connu. Les gens vont te suivre s'ils te respectent, s'ils reconnaissent ta valeur, s'ils ont confiance en toi. Il a fait mieux, ou en tout cas plus vite qu'Elon Musk, premier entrepreneur au monde à amener 2 boîtes qu'il a créées ex nihilo en bourse. J'ai nommé Jean-Michel Karam. Salut Jean-Michel. Salut, merci de m'avoir. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, toujours un plaisir aussi de retrouver Karine Wilkinson, Managing Director chez Pictet. Hello. Alors aujourd'hui on va parler de la dernière IPO. Ouais. On a préparé un peu cet échange. On va pouvoir parler des club deals lancés à tout va, principalement par des jurés qui va être mon associé. On va parler de Claude contre ChatGPT. On va parler d'acquisition. Je me suis noté peut-être de parler de ton grand frère. On n'en a jamais parlé. Ouais, avec et plaisir, ça m'intéresse. On va parler d'investissement. Bref, on va parler de pas mal de choses ensemble. Ravi de t'avoir avec nous. Jean-Michel, on lance officiellement ton 40 nuances de Next. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Mon cher Jean-Michel, on parlait de Claude vs ChatGPT. Il y avait débat. Toi, tu utilises quoi aujourd'hui ? Les deux. Et qu'est-ce que tu préfères ? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, ChatGPT, il a une base plus grosse. Donc, du point de vue référence, c'est là où il va être très fort. Mais c'est vrai que Claude, pour tout ce qui est codage, pour tout ce qui est création de sites, workflow. Quand on va utiliser des couches de coding, il est beaucoup plus fort. Écoute, je te propose un jeu. Ça vous va ? Tu as le droit de jouer aussi, Karine. J'ai demandé aux 2 IA, à partir de ce qu'ils savent, de ce que j'écris d'habitude, plus des recherches qu'ils peuvent faire en ligne, de m'écrire 2 intros. Oui. À ton sujet. Je te lis les 2, tu me dis laquelle tu préfères et on voit... Ça, c'est un bon exercice. Et on voit... Regardez si on a bon. Et on va décider ensemble. Écoute, je vais te les faire comme ça, on se fait pas trahir par la voix IA qui pourrait peut-être te donner un indice. Mon invité d'aujourd'hui est arrivé en France à 21 ans, sans réseau, sans argent, avec juste un bagage et une obsession. Comprendre comment les choses fonctionnent. Né au Liban en 69, Jean-Michel Karam débarque à Paris, enchaîne un diplôme d'ingénieur à l'Essier, un DEA puis un doctorat en microélectronique à Grenoble. Pas le profil classique du fondateur de start-up, non. Et pourtant, en 97, il crée Memscap, une boîte spécialisée dans les micro-capteurs ultra précis des technologies qu'on retrouve dans l'aéronautique, le médical, les objets connectés. La société s'introduit en bourse en 2001 à une valorisation de 100 millions d'euros. Un premier acte impressionnant. Ok, tu comptes-les dans ta tête, tu peux les relever à chaque fois en direct. Mais Jean-Michel ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête jamais là où on l'attend. En 2010, il opère un virage surprenant en fondant Yoma Paris, une marque cosmétique qui applique les technologies de diagnostic de précision à la peau, de l'ingénierie pure à la beauté. Le grand écart assumé. Aujourd'hui, il est à la tête de Yeva Group, un groupe spécialisé dans la beauté personnalisée qui regroupe des marques comme l'Atelier du Sourcil et depuis peu My Little Paris. Son ambition ? Construire le Netflix de la beauté. Et les actualités s'enchaînent. Le rachat de My Little Paris, 4 millions d'abonnés auprès du groupe TF1, qui reste au capital aux côtés d'Unilever, de Crédit Mutuel et de Seb Alliance. Juste après, Yeva Group annonce son introduction en bourse pour accélérer ses acquisitions et se développer à l'international. Je lui ai pas dit que d'habitude je faisais plus court, notamment aux États-Unis. En janvier 26, il sort son premier livre,
La réussite est en vous, aux éditions Michel Lafon, un titre qui résume bien sa philosophie. Sur le plateau de Qui veut être mon associé, où il siège depuis 2024, il le dit clairement, investir, c'est s'investir. De l'argent, un réseau, une expertise, pas juste un chèque. C'est ça, Jean-Michel Caram. Un ingénieur qui pense comme un entrepreneur, un investisseur qui agit comme un fondateur et quelqu'un qui a beaucoup à dire sur ce que signifie vraiment construire quelque chose. Ça, c'est la première. Combien d'erreurs ? Impressionnant. 2. La seconde. Jean-Michel Caram n'est pas seulement un entrepreneur, c'est un bâtisseur de cycles. La deep tech d'abord, la beauté personnalisée ensuite, et désormais un groupe qui marie technologie, contenu, communauté et distribution. Dans cet épisode, on parle avec un profil rare. Un scientifique devenu sérieux entrepreneur, juré de Qui veut être mon associé, qui vient aussi d'ouvrir un nouveau chapitre avec l'introduction en bourse de Yeva Group sur Euronext Growth Paris le 31 mars 2026. Une opération à 12,79 € par action pour une capitalisation de 126 millions d'euros et 7,3 millions levés. Autre actualité structurante, l'intégration de My Little Paris dans l'écosystème Yeva après la finalisation du rachat annoncé en 2025. Un mouvement qui dit beaucoup de sa vision. La beauté de demain ne se joue pas seulement dans les produits, mais aussi dans la data, les usages, les contenus et la relation directe aux communautés. Et les chiffres donnent du relief à ce moment. Yeva Group a publié un chiffre d'affaires 2025 de 25,6 millions d'euros en hausse de 32% sur un an. Avec Jean-Michel Caram, on parle d'ambition, d'industrialisation, d'intuition, de marque, de transmission, de Bourbon et de Karim Ben Othman et de ce que ça coûte humainement de vouloir construire grand. Non, je les connais pour les... Un échange dense, lucide et franchement inspirant. Le premier est beaucoup plus détaillé. Il a fait 2 erreurs. Il a dit que je suis arrivé à Paris à 21 ans. Je suis arrivé à 20 ans. Et il a dit que Memscap a valorisation de 100 millions, alors que j'ai levé 100 millions et la valo était de 430 millions. Le deuxième, il reste beaucoup plus prudent. Il faut choisir qui gagne. Qui est qui ? Qui gagne ? Ouais, qui est qui ? Ah, Et surtout, qui est qui ? Est-ce que tu as réussi à... Au début, je croyais que le premier était Claude, mais le premier pour moi est ChatGPT. Et lequel t'as préféré ? Le premier est beaucoup plus engagé. C'est-à-dire, il va plus loin. Il prend des risques. Moi, j'aime le risque. Le premier me ressemble peut-être plus. Oui. C'était Claude. Ah, t'as vu, je t'ai dit, c'était au début. Ah oui, mais avec des erreurs, et on fait tous des erreurs. Non, donc, mais ça montre, en fait, ça va vite. Affolant. Heureusement qu'on est dedans. J'étais le parrain d'une promotion de master là, de MBA pour une école, et j'ai dit dans mon discours, l'IA ne remplacera pas les gens, mais les gens qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Et c'est vrai. C'est affolant, la vitesse. Karine. Est-ce que toi, tu l'utilises aujourd'hui, l'IA, dans tes business ? Oui. C'est même, honnêtement, j'ai fait un truc l'autre jour, ça m'a scié. Ça veut dire que, évidemment, moi, j'ai une stratégie. Et dans Yeva Group, il a fait une autre erreur, c'est qu'il a dit que mon chiffre d'affaires est de 25 millions. C'est pas une erreur, il est malin. Parce que pro forma, c'est 43,4 millions. Et si on prend uniquement les acquisitions et on prend que la partie conso, etc., ça fait le 25. Mais la réalité aujourd'hui, c'est plus que ça. Et en fait... Tu vas trop vite, Jean-Michel. Tu vas plus vite que l'IA. J'essaye. Mais ce que j'ai fait, par exemple, je venais d'acheter My Little Paris. Évidemment, moi, j'ai ma stratégie. Je sais pourquoi je l'ai acheté. Pour moi, Yeva Group, c'est, au-delà d'être le numéro 1 de la beauté personnalisée, c'est un écosystème de marques, de services et d'expériences activé par l'IA, la tech et la data, le tout porté par le storytelling, les contenus et les communautés. Cette phrase-là, le tout porté par le storytelling, ça, c'est ce qui a amené l'acquisition de My Little Paris. Mais je l'ai acheté et j'ai dit j'étais en train de préparer mes slides et j'ai travaillé avec l'IA pour dire, écoute, je viens d'acheter My Little Paris, qu'est-ce que tu en penses ? Et tu me dis comment ça s'intègre avec ce groupe et comment je peux l'intégrer, qu'est-ce que je dois faire, etc.
c'est honnêtement bluffant. Franchement, ça t'a donné des idées? Ça m'a pas donné des idées sur l'approche et pourquoi, etc. Parce que... Oui, c'était mieux de savoir le pourquoi. Mais il a mimiqué avant. ce que je pensais, ce qui est déjà dangereux. C'est-à-dire que moi, pourquoi j'ai acheté My Little, il a dit la même raison. Et après, sur l'intégration et ce que je peux faire avec, etc., il n'a pas exactement mon expérience sur l'humain. C'est-à-dire que moi, quand j'achète une boîte, je dis toujours à mes équipes, la première année, il est urgent de ne rien faire. Pour rassurer tout le monde. Et que tu n'arrives pas avec tes gros sabots. Pas casser le bébé. Ouais, puis en plus, tu ne connais pas. La réalité, c'est que qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un due diligence, tu as lu quelques documents, et tu as une vision. Mais là, tu t'affrontes à la réalité de l'humain, etc. Et il faut apprendre d'eux. Donc la première année, c'est pas moi qui apprends d'eux, c'est pas eux qui apprennent de moi, c'est moi qui apprends d'eux. Hier, par exemple, My Little a organisé sa présentation de son roadmap de boxe à toutes les marques, etc. Ils ont fait un jeu comme le Cluedo qui a perdu la clé, je sais pas, etc. J'ai été parmi les groupes et j'ai franchement mis 2 heures sur place. Dans mon agenda, c'est beaucoup. Uniquement pour voir la créativité des gens, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, etc. Et j'étais incroyablement impressionné, quoi. Et du coup, si tu n'as pas cette humilité dans les acquisitions, tu casses tout. Moi, j'ai 11 acquisitions maintenant réalisées. Donc, je sais que acheter une boîte, c'est la partie la plus simple. C'est l'après que tout se passe. Et soit tu achètes quelque chose et tu fais de ça une grosse réussite de l'ensemble, soit tu vas et tu casses tout et ça ne sert à rien. Et ça arrive souvent, et on le voit dans les cash-out qu'on peut faire, le format que tu connais. Il y a beaucoup de synergies, en fait, qui sur le papier sont très belles, mais qui ne sont pas du tout opérées. Oui, il faut apprendre à être patient. Avant 40 ans, je n'étais pas du tout patient. Pas du tout. Ça veut dire que pour moi, je suis un homme d'action, donc il faut que ça aille vite, 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 vite. Et vu que dans ma tête, j'ai mis une idée qui est l'ennemi, c'est le temps. Et je dis tout le temps à mes équipes, l'ennemi, c'est le temps, il faut le battre. Et donc, on court, je pousse tout le monde très, très vite. À 40 ans, j'ai commencé à avoir un autre approche. Tu as compris qu'on ne pouvait pas battre le temps. Ouais, j'ai déjà compris qu'il va me battre un jour, définitivement. Mais bon, d'ici là, j'aime bien lui cogner de temps en temps. J'aime pas mourir sans me battre. Mais en fait, j'ai appris que Dieu créa le monde à temps. Et le temps, en même temps. Et donc, agir, c'est pas important. Agir à temps, c'est beaucoup plus important. Et il faut savoir garder dans son ventre cette énergie et la sortir au bon moment. Karine. J'ai une question, on revient 2 minutes sur l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'IA, par exemple, tu avais dit sur My Little Paris, ça n'a aucun sens, tu ne vas pas pouvoir l'intégrer, est-ce que ça aurait remis en jeu ta conviction ou tu y serais allé quand même? Non. Pour My Little, j'ai cherché vraiment... Qu'est-ce que je cherchais dans My Little? Je suis le groupe de beauté qui a le plus de tech. Plus techie que moi dans la beauté, il n'y en a pas en fait. Donc, je ne cherche pas la tech. Au contraire, je ramène à My Little la tech. Mais la tech est froide. Je cherche de My Little l'émotion. Je cherche le savoir autour de la communauté. 4,5 millions d'abonnés à la newsletter, bouche à oreille. Pas un seul acquis. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils racontent une histoire. Ils n'exagèrent pas. Le dosage est parfait. Taux d'ouverture, c'est plus de 50%. C'est énorme. Et ça, c'est des choses que j'ai cherché chez eux. Donc l'IA, je l'avais. J'avais pas peur. Je cherchais pas My Little pour avoir l'IA. Au contraire, nous, on va leur apprendre l'IA. Mais par contre, l'émotion, c'est ce que je cherchais. Je m'arrête là-dessus. Il y a une newsletter, donc tu as un canal. Tu as accès à une communauté. My Little Paris, c'est un ton. C'est comme ça qu'ils ont créé cette émotion. Donc comment, justement, tu arrives à faire passer ce que fait le groupe dans cette newsletter sans
casser. Sans casser. Parce que j'en ai vu des acquisitions et des acquisitions de médias, pour le coup, où on veut à tout prix placer tel client, tel machin, mais ça ne marche pas. Et s'il n'y a pas de logique, si c'est pas pensé, c'est souvent même contre-productif. Et non seulement t'atteins pas tes objectifs pour le groupe, mais en plus tu casses. Voilà. Alors, en fait, c'est très très simple. Je vais donner même un exemple en direct. Yeva Group a plein de marques. Donc j'aurais pu dire, c'est bon, j'ai My Little. On fait une spéciale atelier du sourcil. Foutez-moi du Yoma ici, l'atelier du sourcil là, Care par-ci, Elle est nature par-là, etc. Et qu'est-ce que les équipes de My Little auraient obéi, quoi, que si tu veux qu'ils fassent, bon, ok, on te met ça, machin. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acquis My Little, j'ai fait tout de suite all hands meeting, tout le staff de My Little, et je leur ai présenté pourquoi j'ai acheté, quel est mon projet d'entreprise, etc. Suite à ça, on a monté des ateliers. My Little a un bâtiment très créatif, très sympa. On a monté des ateliers. Il y avait un atelier du sourcil, il y avait un atelier Yoma, il y avait un atelier My Little Box, il y avait de toutes les marques du groupe. Et on a construit des groupes et les gens sont partis visiter les ateliers, pas les gens de My Little seulement, les gens d'Yeva Group aussi, à découvrir les marques des unes des autres. Et après, je leur ai fait une petite fête pour qu'ils mangent ensemble et discutent ensemble. Et moi, je suis parti. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est très très simple. Ils ont connecté entre eux. Et j'ai appris que la box de février avait du Yoma dedans parce que l'histoire que My Little voulait raconter, le produit de Yoma collait parfaitement. J'ai appris hier que dans la box d'été, il y a un produit Yoma parce que Salomé, la dirigeante de Yoma, et Céline, la dirigeante de My Little, et leurs équipes, ont trouvé le match parfait pour ça. Tous les deux sont super heureuses de faire ça. Moi, j'ai appris, alors que j'aurais pu être l'initiateur. Pour moi, c'est quand tu achètes un truc, c'est un peu comme en médecine. Tu mets les choses et il faut que la capillarité naisse. Il faut que les choses naissent toutes seules et les vaisseaux se construisent et ils deviennent des gros trucs. Après, il faut avoir l'intelligence d'être patient. Bon, la capillarité pour l'atelier du sourcil, on comprend l'évidence. Si je reste sur cette newsletter, c'est-à-dire qu'à chaque NL... Tu vois, aujourd'hui, tu vas là-dessus, tu vas pas... Il y a plein de newsletters, il n'y a absolument pas les marques du groupe. Ils parleront sur les marques du groupe quand ils sentiront que c'est pertinent à leur image. Parce que si c'est pour faire que les newsletters, à la place de taux d'ouverture, soit à 57%, deviennent 25%, j'aurais gagné quoi, moi? Ouais. On parle de l'IPO. Ouais. Gros moment. Ouais. Gros stress. Ah oui, très très gros stress parce que... alors, déjà, un peu le paysage parisien. Beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Il faut que tous les entrepreneurs le sachent. Pour donner un ordre d'idée, quand j'ai lancé Memscap en bourse, j'ai rencontré en 2 semaines 193 investisseurs. Donc, tu imagines la profondeur. Quand tu as cette profondeur-là, qu'est-ce que tu dis? Tes banquiers, tes PSI, tes machins, tes bookrunners, tes leads, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un prix marketing. Donc, ils regardent, ils parlent aux investisseurs du dossier. Si c'est positif, bah, ils signent avec toi et on y va. Et toi, tu te dis, bon, je vais rencontrer tellement de monde, j'arriverai quand même à convaincre quelques pourcentages de ces banques pour qu'ils viennent dans le livre et remplir le livre. Aujourd'hui, à Paris, pour les small and mid cap, et ce que j'adore en France, c'est qu'on a la définition de small and mid cap américaine, sauf qu'on a les fonds de Bangladesh. Donc, c'est ridicule. Donc, small et mid cap, plusieurs milliards, il y a 20 fonds. Donc, tu te rends compte, et une consanguinité effrayante. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui sort, l'autre il sait, il sort, il rentre. C'est un côté un peu moutonnier? Pas nécessairement seulement moutonnier. J'aime pas trop utiliser parce que c'est blessant pour les gens et moi j'aime pas blesser. Mais il y a une consanguinité. Ça veut dire que l'info passe vite. Bon, soyons honnêtes aussi.
aux États-Unis, l'info passe vite aussi. À Wall Street, ça part vite, etc. Mais il y a tellement profond que tu as des leads, des opinion leaders qui ont derrière eux suffisant pour que si tu rates un, tu as encore le deuxième. Ici, quand tu as 20, moi j'ai rencontré 15. Sur les 20. Sur j'ai dit 20 parce que j'exagère. En fait, il y a 15. Ok. Je les ai tous rencontrés. Et en fait, c'est très dangereux. Du coup, tu peux pas faire comme avant. Tu peux pas te lancer. Tu dois sécuriser ton deal. Et pour sécuriser ton deal, on a aujourd'hui on veut chercher un cornerstone. Donc, quelqu'un qui s'engage avant le départ de construction du livre à un montant, un pourcentage de ton enveloppe. Alors, il a un gain. C'est que si tu es sursouscrit, etc., tu dois quand même le servir à 100%. C'est le seul qui a le service à 100%. Alors, Encore un instant. j'ai jamais rien monté en bourse. Non, mais pose les encore, questions que tu veux. Il n'y a Non, aucune mais- question qui n'est Encore. pas intelligente. Hein. Laissez-moi quelques années. Tu parles de livres, tu parles de concrètement, ça veut dire quoi? Ça Tu veut dire t'engages que, avant. par exemple, tu dis, moi, je vais lever 8 millions. OK? D'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu lever. Ouais, Et restons sur ton cas à toi. ce sera plus Pourquoi j'ai levé 8 millions, donc la valo 126 millions post-money, etc. Pourquoi 8 millions? Parce que moi, j'ai beaucoup de cash. Donc, je n'ai pas besoin de cash. Donc, j'ai pris la valo, le montant le plus petit possible, imaginable, pour ne pas avoir un visa AMF, en gros. Pour ne pas avoir. Quand tu vas aller en bourse, tu dois construire... Je vois que tu connais Karine, mais moi j'ai besoin Karine, de... elle sait, elle a fait. Donc, en fait, quand tu veux aller en bourse, il y a deux trucs. Il y a les autorités des marchés financiers, l'AMF, ce qu'on appelait avant la COB, c'est le gendarme de la bourse. Et il y a le marché, c'est Euronext. En dessous d'un certain niveau, 8 millions, l'AMF, en quelque sorte, délègue son rôle à Euronext. Donc, tu as besoin d'un visa Euronext seulement. Au-dessus, tu as besoin du visa de l'AMF. Mais attention, si tu pars en dessous, Euronext fait le job de l'AMF en quelque sorte, te donne le visa, mais une fois que tu es en bourse, l'AMF est là. Hein. Tout de suite, tu rentres dans le... Il n'y a pas deux genres. Donc, tu dois obéir aux règles de la bourse. Donc, ça fait quoi d'aller seulement... tu gagnes 2 semaines dans la documentation avec l'AMF, etc. Tu auras 2 semaines de gain. Et moi, j'étais très pressé dans mon cas pour rentrer en bourse. Pas pour lever de l'argent, parce que je m'en foutais, j'ai pas mal de cash. Je voulais accélérer. Mon objectif de l'intro en bourse, c'est avoir la monnaie d'échange pour pouvoir accélérer mes acquisitions. Le groupe IEVA a acheté 4 entreprises en 5 ans. Je veux aller plus vite. Pourquoi je vais plus vite? Parce que, imagine le cas de My Little Paris. Je dis, My Little Paris vaut X. Ok, TF1 est content, X. Ah, mais je vais payer en titre. Ah, pourquoi toi, tu vaux Y? Si tu es en bourse, c'est écrit, hein, C'est ta vrai, valo, ça se voit. et je peux te donner des monnaies d'échange des actions que tu peux vendre, alors qu'avant, premièrement, je dois te prouver ma valo. Deuxièmement, je te dis, mais tu signes le pacte d'actionnaires, donc tu n'as pas le droit de vendre quoi que ce soit, etc., etc. Donc, ça ralentit, ça nécessite, ça me pousse à faire beaucoup plus, alors qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Donc, ça, c'était mon objectif. Et pourquoi tu voulais payer en titre et pas, justement, par exemple, lever de la dette ou, J'ai tout fait. L'atelier du sourcil. C'était une autre façon de... Ouais, l'atelier du sourcil, moitié cash, moitié titre. Et le cash, c'était une dette senior. Boudoir de regard, cash. Yoma, titre, dedans, il y a du cash. Est-ce que c'est une façon aussi, dans les sociétés là, avec lesquelles tu es en train de discuter pour accélérer ta croissance, est-ce que c'était une façon aussi de les faire participer? Exactement. Ouais. Bravo. Donc, premier... Félicitations, Karine. Non mais bon, on voit l'expérience là. Donc en fait, la première chose c'est monnaie d'échange, valo, crédibilité. Tu es dans le paysage. Une fois que tu es en bourse, tu es ce qu'on appelle aux États-Unis build to last organization. C'est pas une organisation que tu montes pour vendre. Même si tu peux acheter une boîte en bourse, hein, c'est pas le truc. Mais dans le mental des gens. Mais en plus, tu peux embarquer des gens. Ça veut dire que moi, je viens t'acheter. Ton histoire, elle est là. Je vais te dire, je t'achète
Tu vas voir, ton histoire, elle va devenir beaucoup plus grosse avec moi. Et je vais te donner des parts dans le truc qui va devenir gros pour que tu t'excites et tu continues à travailler à mes côtés. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que toutes les affaires que j'ai achetées, les gens qui étaient dedans sont restés dedans. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est un gros signe. Moi, j'arrive pas et je prends la hache et je coupe les têtes, etc. C'est pas mon style. Allez, vas-y. Merci. Je suis désolée, mais j'adore l'histoire. Et comment tu arrives à les motiver, justement, les gens? Là, on a compris que tu allais faire pour les gens qui écoutent et qui sont peut-être moins experts que toi sur ces sujets-là. Tu vas leur donner des titres, donc ils vont participer à la croissance. Ouais. Ce que tu as fait avant, comment tu as fait? J'ai fait la même chose. C'est soit des actions gratuites. Aujourd'hui, on fait beaucoup et des BSCPE. Donc, il y a deux voies. Les actions gratuites considèrent que tu étais là depuis le début, tu as toute la valo, absolument toute. Les BSCPE, on dit que tu es arrivé aujourd'hui, les bons de souscription pour créateurs d'entreprises, et les BSCPE, ça va te donner une participation à la création de valeur à partir de cet instant-là, parce qu'il y a un prix d'exercice qui est le prix actuel. Et les BSCPE, c'est très encadré, tu ne peux pas décoter. Tu peux pas venir dire, moi, je te file une décote de 20 points. Ce que j'aurais aimé si le pays pouvait le faire, mais ce n'est pas le cas. Je te pose une question volontairement rentre dedans, mais donc tu as démarré au plus bas à 8 millions. Oui, en fait, ce n'est pas le plus bas. C'est que moi, j'ai 10,8 millions de cash. Donc, je m'en fous de combien je lève. Donc, on a dit, il faut quand même faire un IPO, parce que sinon, on peut faire un direct listing. Hein. C'était une de mes idées. Direct listing, tu vas en bourse, tu ne lèves pas d'argent. Alors, pour faire un direct listing, il y a 3 règles. C'est-à-dire, on va partir il y a une règle majeure. C'est que tu dis, avant 9 mois, dans les derniers 9 mois, tu dois avoir fait 3 opérations à une valeur. En fait, quand tu vas aller en direct listing, la problématique du marché, c'est quoi? Quelle est ta valo? Donc, ils vont chercher à trouver des jalons sur la dernière période qui prouvent que ta valo est de machin. Moi, je les avais, les jalons, parce que j'ai fait le deal de TF1. Non, mais ok, très clair. Donc, tu as ce sujet-là qui est... C'est le direct listing. Sinon, moi, je me suis dit, je ne vais pas faire un direct listing. On va essayer. C'est trop facile. Ouais. On va aller faire l'IPO, parce que le Karam, au mois, m'appelait à faire la deuxième IPO. Donc, tu voulais passer devant Elon Musk. Non, mais il veut passer devant moi. En fait, et du coup, j'ai dit, ok, on va aller très vite. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. 8 millions, ça suffit. Oui, allez, on y va avec l'enveloppe de 8. Tiens, il n'y a plus de visa AMF, il n'y a qu'un visa Euronext. Mais il faut savoir, et tous les entrepreneurs doivent savoir, que c'est quand il n'y a pas de visa d'AMF, on pense que Euronext va être sympa. En fait, il récupère tout du côté AMF et en fait, le boulot, finalement, honnêtement, c'est quasi le même, mais tu gagnes une semaine ou 2. Donc, là, tu dis, je pars. Alors, là, on a un problème. Il y a peu de gens sur Paris, donc il faut des cornerstones. Donc, moi, j'ai travaillé avec le meilleur cornerstone qu'on peut avoir aujourd'hui en France, qui est la BPI. Et en particulier, l'équipe de Large Cap, qui est dirigée par Emmanuel, Louise, etc. Enfin, Emmanuel qui la dirige. C'est une des meilleures équipes, franchement, que j'ai rencontrées à Paris. Sur le côté, c'est des gens extrêmement sérieux, très sérieux. Une des meilleures due diligence qui a été faite sur moi. Ils ont bossé comme des fous. Et à la fin, ils ont dit quoi? Ok, on y va. On est cornerstone. On ne peut pas prendre au-delà de 40%. C'est interdit. Hein? Okay. Donc, ils ont pris le max, 38%. Et en plus, on va s'engager à doubler notre position dans les 12 prochains mois. Donc, c'est un message au marché qui est vachement fort. Quoi. Ouais. Et donc, moi, il me restait quoi? Quand on dit « je veux lever 8 millions », le livre qu'on doit construire, c'est au minimum 6. 75%. Donc, alors, j'ai 38. Donc, il suffit que j'élève 38 et c'est plié. Bon, 12 fonds, 15 fonds à Paris, je peux le faire. Sans problème. D'habitude, moi, j'aurais été à 70. Mais je n'avais pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut des comptes audités qui sont
au plus tard vieux de 9 mois. Or, moi, je suis parti avec les comptes du 30 juin. Donc, le 31 mars, mon action doit être en côté. Si ce n'est pas le cas, tout tombe, il faut les comptes du 31-12 et donc je repars. Enfin, c'est chiant. Donc, vu que la BPI m'a donné l'accord sur 40%, sur 38%, ouais. Le 10 mars, et le visa de l'AMF de Euronext est arrivé le 10 mars, qui est l'anniversaire de mes enfants. Donc, j'ai dit, Yeva, ça porte les initiales de mes enfants, de mes jumeaux. Le visa arrive et le cornerstone à leur anniversaire. J'ai dit, c'est suffisamment comme signe pour y aller. Donc, j'ai sauté dans l'air. Moi, d'habitude, je saute pas. Je saute pas comme ça. Mais je bétonne tout. Mais là, j'ai dit... C'est quoi? C'est la superstition, c'est la bonne date? Je suis les signes. Hein. Ça, c'est quelque chose qui tout le monde sait chez moi. À chaque fois que j'ai pas suivi les signes, j'ai pris des gamelles. Donc là, je les suis. Donc, j'ai dit, bon, quand même, ça fait beaucoup de signes, là, tout ça. Et de toute manière, Jean, tu as eu le cornerstone que tu voulais. C'est 38%. Tu arriverais quand même à lever 38%. C'est quand même merde. Alors là, on pourrait faire croire, à ce moment-là de l'échange, que ça a été simple. Jusque-là, ça allait super bien. Moi, même, je fais quelques meetings. 30% rentre, direct. Donc, finger in the nose. Il reste 7 même. Il reste rien. Et ça, les retail va me les donner, donc ça va. Donc, du coup, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé que je n'avais pas prévu? C'est que le président Trump ne m'a pas demandé s'il peut faire la guerre pendant cette période-là. Et en fait, il y a eu la guerre. Et la guerre, dans la bourse, c'est quelque chose qu'on déteste. Il n'y a qu'à voir la bourse, qu'est-ce qu'elle fait quand il y a un environnement de guerre. Ça descend, ça monte, c'est très volatile. L'intro, c'est pire. Pourquoi? Parce que tous les investisseurs disent « Ouh là 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 ». On ne sait pas comment ça va évoluer. On va attendre. En plus, il y a eu une IPO sur Paris juste avant moi. Juste avant. C'était qui? Stone, quelque chose Stone. Comment il s'appelle? Bridgestone? C'est un truc d'immobilier. Un truc d'immobilier qui est rentré juste avant moi. Qui a été sursouscrit. Tous les Parisiens sont rentrés dedans. Boum, il fait moins 25 au début de la guerre. Moins 25. Donc, message que quoi? L'IPO, c'est dans le rouge. Donc, tous les investisseurs disent c'est pas pour moi. Donc, les ordres qui sont rentrés se sont sortis. Est-ce que les institutionnels, une autre information intéressante pour ceux qui veulent aller en bourse, les institutionnels ils peuvent donner leurs ordres et les retirer de livre tant que le livre d'ordre n'est pas fermé. Et le livre d'ordre se ferme à une date que tu annonces au début. Donc, moi, j'ai dit, voilà, le 25, le livre à 17h, ça se ferme. À 16h30, ils peuvent retirer leur ordre. Jusqu'à la dernière minute, tu n'as rien. Et ceux qui se retirent, là, te préviennent. C'est pas eux qui me préviennent, c'est le PSI qui me dit ça se corse. PSI, c'est le prestataire de services investissement. Qui tient le... C'est le book, qui suit le livre, celui quoi. qui tient le livre. C'est la banque introductrice. Okay. Donc moi, je sais que ça s'est corsé. Le livre, c'est vide. Et là, je me dis, ça va être dur. Parce que non seulement eux, ils sont retirés, mais ils parlent aux autres. Donc, j'ai commencé à rencontrer des investisseurs l'un après l'autre. J'ai fait beaucoup de travail. On ne peut pas imaginer l'énergie que j'ai balancée à cette période-là. Et je me suis dit, mais il y a une partie dans ma stratégie qui était très présente, c'est la partie, ce qu'on appelle retail. Retail, c'est les actionnaires individuels particuliers, les particuliers. Et pourquoi j'ai pensé aux particuliers? Parce que moi, j'ai Memscap. Et je sais que Paris s'est appauvri. Et comment j'ai fait pour tenir le cours de Memscap et le monter, etc. C'est en travaillant les particuliers. Aujourd'hui, chez Memscap, les particuliers pèsent la moitié de choses. Et d'ailleurs, en parlant d'Elon Musk,
avec SpaceX, il vient d'annoncer que la partie particulière, il change le paradigme aux États-Unis, représentera 30% du livre, ce qui est énorme aux États-Unis. Et moi, je pars avec la stratégie que je veux faire 30% en particulier. Vas-y, Karine. J'ai une question parce que tu parles justement du fait que la bourse de Paris, Euronext, etc., notamment sur ton secteur, est peut-être un peu court et sur les investisseurs, le nombre d'investisseurs. Est-ce que tu as réfléchi à t'introduire ailleurs? Oui. Europe, US? US. OK. Et ou Hong Kong. Et pourquoi tu n'as pas fait? J'ai pas fait parce que, en fait, aux États-Unis, j'avais gardé cette carte-là jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai fait. C'est Eva Group fait 81% de son chiffre d'affaires en France, 9% dans le reste de l'Europe, donc Italie, Allemagne, et 10% en Asie, donc Japon, Chine et Corée. 0 aux États-Unis. Et c'est exprès parce que je voulais garder le terrain du rêve vierge. Pour dire à la bourse américaine, si je le faisais, regardez les gars, la France, c'est le Texas, j'ai réussi en 5 ans à faire 51 millions de dollars. Imaginez ce que je peux faire aux États-Unis. Multipliez ça au moins par 50. Donc, et j'ai gardé ça jusqu'au bout. Pourquoi je n'ai pas été? Parce que moi, je crois que s'il faut aller lister aux US, il faut aller aux US. Comme je crois que s'il faut aller développer les US, il faut aller aux US. Je ne voulais pas encore quitter la France. Je lutte pour ne pas quitter la France et j'essaye que personne ne quitte la France. Et la deuxième chose, c'est que dans ma famille, mon frère Georges, qui est à Sequence Communication, à côté, sur l'Amex, en étant à Paris. Et en fait, c'est un statut très particulier quand on cote en étant français aux États-Unis. En France, on reste une société privée. On a une banque qui va émettre des ADS ou je ne sais pas quoi, là, qui font comme un pool d'actions qui va distribuer et qui va gérer comme si c'était coté. C'est coté, mais avec ce statut un peu particulier. Alors, il a accès aux fonds. Georges, c'est vrai qu'il a levé beaucoup d'argent et il y a des fonds structurés pour tout. Mais on a aussi tous les inconvénients, les class actions, les machins, etc. Et pour moi, on ne joue pas la carte complète. C'est très coûteux, extrêmement coûteux. Donc, ça peut peser sur la rentabilité. Pour moi, c'était une carte, mais là, j'ai préféré jouer la carte française. On reste sur ce moment où tu sais que ça ne va pas être simple. Oui. Donc, certains se retirent et il va falloir j'ai dit aller au bout. Ouais. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est j'énergisais tout le monde. Ça veut dire mes conseils, mais à ce moment-là, toi, tu es vraiment énergisé ou tu as un petit coup de... Non, moi, je viens d'un... Moi, j'ai un historique. Je tire tant que j'ai des balles. C'est simple. Tant qu'il y a des munitions, je ne cède pas. Et moi, j'ai grandi avec une idée, les héros meurent, ne se rendent pas. Donc... Ça peut mal finir. Ah oui, mais c'est comme ça. On a tenu nos maisons comme ça, donc c'est pas possible. Donc, je tire. Donc là, pour moi, je sais que la guerre va être très violente pour moi. Je sais que autour de moi, ça peut se fracturer, l'adhésion. Donc, il faut énergiser tout le monde et dire à tout le monde, les gars, je vous rappelle que je fais l'introduction en bourse de Memscap dans des environnements de marché terribles. Le Nasdaq a cassé de 27% sur mon roadshow. C'est énorme. Donc, ce n'est pas une petite guerre qui va nous arrêter. On y va jusqu'au bout. Donc, il fallait énergiser les banquiers. Leur dire et leur montrer que tu as énormément d'énergie et tu vas au combat pour que tout le monde reste concentré, tout le monde reste autour de toi, qui vont t'aider à aller chercher les ordres, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé un plan médiatique qu'on n'a jamais vu ça. Jamais. En fait, tout le monde a été ébloui par ce plan parce qu'à un moment donné, ça s'est levé comme un tsunami. Et chez BFM, j'ai fait Tech & Co, Good Morning Business, Good Morning Market, 18-19 sur 6 jours. Enfin, à la fin, quand j'arrivais chez BFM, ils me disaient
invité. Donc, il ne me fouillait pas. On t'a laissé ton bureau. Ouais. J'ai fait les couvertures des magazines. Ces couvertures de magazines, ils étaient sur les kiosques de Paris. En réseaux sociaux, j'ai activé quelque chose de malade. Moi, très fort sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc, on a fait vraiment beaucoup de travail. On était dans Le Monde, Les Figaro, Les Échos, enfin, partout. Même Cash Out, je crois. Ouais, Cash Out, en même temps. Bravo. Dans la période. Non, mais c'est vrai, elle est sortie en plein roadshow, l'épisode de Cash Out. Donc, on était partout, en fait. Et les gens, ils me disaient, mais t'as acheté les médias, s'il arrive, là, t'es partout. Et ça, pourquoi je l'ai fait? Parce que ça a permis d'avoir une adhésion des particuliers autour de moi et de rassurer énormément les institutionnels. Parce que les institutionnels, ils disaient, putain, il est quand même fort. Hein. Il lâche pas. Il lâche pas, il est fort. Son plan est béton. Bon, la guerre va se terminer quand même. De toute manière, il a les particuliers de son côté. Allez, on y va. Et j'ai continué à me battre jusqu'au bout. Et on arrive à la journée où... T'attends 17h. T'attends 17h, mais t'es mal. Pourquoi? Le truc hyper intéressant, c'est que tu sais que le Cornerstone a ramené ce qu'il a ramené, lui, il ne se retire pas. On te dit, le livre... Le Cornerstone BPI. Ouais. Se retire pas. Ne se retire pas. Donc lui, c'est sûr. Après, tu as le livre. Ben, le livre, tu dis par exemple, j'ai 30% encore dans le livre à 16h50. Mais peut-être qu'à 16h59, un de ces gens-là se retire. C'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que les retail, les particuliers, tu n'as pas la data. Tu as la data le lendemain de la fermeture du livre. Ah, donc c'est Euronext qui te remonte la data. Donc, c'est-à-dire qu'à 17h, en fait, t'en sais rien. Alors, tu as des éléments. Pourquoi? Parce que tu as les plateformes numériques. Boursorama, Easy Bourse, Direct Bourse, Fortuneo. Tout ça, si tu as des bonnes relations, si tu as fait les choses bien, eh ben, tu peux avoir les datas. Donc, et en général, Boursorama, Easy Bourse, tout ça, ça représente à peu près le tiers de tout ce qui va rentrer en retail. De tout ce qui va rentrer. Sur la partie retail. Oui. Ouais. Mais c'est une statistique. Qui t'a dit que la statistique marche tout le temps? Donc, c'est quand même flippant. Donc, on te dit qu'est-ce qu'il y a dans le livre. On te dit ça. Tu dis, bon, Boursorama, combien vous êtes? Ah, OK. Bon, bah, on a ça. Bon, ça a l'air bien là. Mais j'avais vraiment peur. Et j'étais même prêt à balancer moi un ordre dedans pour dire, bon, retire, c'est fait. Que se retire, j'ai rien à faire. Ça peut te dépasser, tu vois, admettons le lit fait 100. Tu peux faire 10, 15, 20, mais tu prendras que 8. Tu peux faire 10. Il peut y avoir une souscription, mais après tu réduis à la hauteur. Donc, en fait, tu dis, je veux lever 8. Si tu as en dessous de 6, 75%, échec. Tu pars à la maison. Si tu es entre 6 et 8, tu alloues à tout le monde. Si tu es au-dessus de 8, 10, 15, 20, 16, etc., bah, tu vas réduire à 8. Dans la réduction, le Cornerstone, tu lui donnes 100%. Et après, toi, LPSI, décide de ce que tu vas donner. Sachant que pour les particuliers, le même taux d'abaissement s'applique à tous les particuliers. Tu peux jouer sur les institutionnels, tu peux dire, toi, je te tiens, je te donne 100%, toi, je vais te donner 50%, je te sens pas trop. Machin, toi, tu es fragile, hein, tu vas jeter tes papiers, mais je ne vais pas te donner. Non, c'est plus facile dans ce sens-là après. Ouais, tu quand le dis pas avant. souscrit, c'est machin. Mais moi, en fait, j'étais omnibulé, pas par souscrit, j'ai omnibulé par la barre des 75%. Parce que sortir une IPO dans un effet de guerre comme celle-là, mais personne ne la sort. Ça veut dire que tout le monde disait que c'est bon. Et en plus, qu'est-ce que j'ai, moi? Ça ne me suffit pas, tous les bâtons dans les roues. Investir, le magazine Investir, fait un super article. Et qu'est-ce qu'il dit? Restez à l'écart. Aux particuliers. Pourquoi? Parce que
Ieva Group ne gagne pas d'argent en 2025, alors que l'annonce à l'intro, on gagne de l'argent en 2026. Elle a valorisé Ieva Group comme si c'était L'Oréal. Ils n'ont aucun souci d'investir dans OpenAI qui n'a jamais gagné un centime. Mais là, une boîte qui bascule en 5 ans, la 5e année, on est négatif. Mais c'est normal, on ne fait que des acquisitions. Ramène l'EBITDA de moins 1,4 million. Salut, hein, on ne perd pas 140 millions. Cet EBITDA, il faut le ramener à une existence du groupe de 5 ans. Et surtout qu'on te dit, cette année, on est EBITDA positif. Donc, mais malgré tout, elle a dit, non, on ne gagne pas d'argent, à l'écart, et investir est suivi. Donc, ça, c'est un coup dans les genoux, direct, surtout du côté particulier. Et puis, une autre structure aussi fait pareil. Je dis, mais ils sont tous contre moi, c'est pas possible, quoi. Donc, mais malgré tout, à 17h, j'ai le coup de fil avec Marex et Euroland, et on sait qu'on est en bourse, mais on ne sait pas de combien. Et le lendemain, avec Euronext, ils nous ressortent tous les retails. Le retail, 2500 particuliers ont participé. Énorme. 30% de l'enveloppe. Énorme. 2500. C'est simple d'avoir un leak, là, un like. Ouais. Je te like ton post. Moi aussi, là. je te like. Moi, quand tu veux, je te like 10 fois, là, tiens. Ça, c'est rien, ça coûte pas. Mais quand il faut sortir tu vas le mettre carnet, ta carte bleue, ouais. C'est pas pareil. Et surtout que pour souscrire dans une IPO, c'est compliqué. Ça veut dire que la majorité des banques françaises, c'est des nazes. Il faut imprimer le bulletin de souscription sur le site, le renvoyer. Mais c'est quoi? Les fluides, c'est uniquement les plateformes numériques, les Boursorama et compagnie. Mais, et donc, tu te dis, est-ce que ça va aller jusqu'au bout, etc. Toi, tu as des services hotline qui expliquent aux gens et tout. Mais c'est vraiment pas... Et on a eu 2500 particuliers qui ont participé. D'ailleurs, le soir même, j'ai été à BFM dans 18-19 et j'ai annoncé la création d'un cercle d'actionnaires particuliers chez moi pour qui je vais faire toute une stratégie maintenant de communication, de machin, pour animer ce cercle parce qu'en fait, il faut que tous les PDG cotés sur Paris comprennent que si ils ne travaillent pas la partie retail, ils vont avoir des problèmes pour leur action. C'est impossible. Les chiffres de l'AMF sont venus là, même dans le CAC 40, 7% de l'actionnariat du CAC 40 sont les particuliers. Ça veut dire que la France est en train de vraiment changer. Nous, qui sommes considérés comme des gens qui n'ont fait que de livret A et des conneries de ce type, c'est plus le cas. On voit que de plus en plus de gens s'intéressent à la bourse et vont là-dedans. Alors, ce n'est pas la question si tu pouvais changer quelque chose que va te poser tout à l'heure Thomas, mais si on revient juste sur cette intro, si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aimerais que les Français, l'économie, les autorités, j'en sais rien, fassent pour vous aider justement dans ces... On a quelque chose en France aujourd'hui qui joue super bien son rôle, c'est la BPI. Franchement, je les connaissais pas parce que j'ai jamais approché la BPI pour Memscap. Ils sont pas chez moi, etc. Je les ai connus dans le cadre de l'opération de Eva et j'ai trouvé des gens d'une grande qualité qui font un boulot monstrueux dans une instabilité politique. Il faut savoir que Nicolas Dufour, qui dirige la BPI, a connu je ne sais pas combien de premiers ministres, tellement ça valse en haut. Hein. Et il a réussi quand même à stabiliser cette structure. Et si lui, il tombe, tout tombe. Hein. Et en même temps, ils ont fait un move là que je trouve très salutaire, qui est ce fonds réservé aux small et mid-cap Blue Spring de 200 millions. Alors, on peut dire 200 millions, ce n'est pas assez, mais c'est 200 millions. Hein. Quand la moitié de la valo des boîtes small cap à Paris est ce qu'elle est, donc c'est inquiétant. Et ça, c'est un bon stimulateur.
Heureusement qu'on l'a. On peut aller beaucoup plus loin. Moi, si j'étais ministre de l'économie, je veux absolument pas l'être. Attends, tu sais quoi? Je voulais pas être président, j'ai dit ministre de l'économie. Aussi, je veux pas être. Oh là là. Tu peux poursuivre. En fait, si j'étais ministre de l'économie, ce que je ferais, c'est par exemple les assurances vie, qui sont une super enveloppe, quelque chose qui est très très bien, et auquel les Français s'y attachent, donnent beaucoup d'importance. Je préserverai à tout prix cette chose-là parce que c'est vraiment très important. C'est quand même ce qui tient le pays, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a 6 milliards en épargne et 3 milliards en dette. Hein, donc 3 000 milliards, 6 000 milliards. Hein, donc c'est ce qui donne la stabilité française. Donc l'épargne française. Je ne toucherai pas aux assurances vie, à leur statut. Par contre, je dis que si vous voulez garder ce statut super bien fiscalement, 5% seulement, 5%. Sont dans l'économie française. Pas dans l'économie, dans les small et mid cap. Et je définis small et mid cap à la française. Il faut arrêter de dire que les small, c'est 1,5 milliard. C'est une blague. 1,5 milliard, tout le CAC, c'est une blague. Hein? On achète toutes les small cap pour 1,5 milliard. Donc, non, je redéfinis les small et mid. Je dis c'est un demi-milliard. 5% de cette enveloppe injectée là-dedans, on explose tout. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que la BPI peut faire. C'est quelque chose qui doit être décidé par nos législateurs et nos hommes politiques. Donc, mais heureusement que j'avais la BPI dans cette opération. Alors, ceci dit, je ne peux changer dans mon plan rien du tout. Franchement, s'il y avait une seule erreur dans ce plan, une seule faille, tout serait tombé. J'accélère volontairement parce qu'on a énormément de sujets. Un mot très rapide sur les projets d'acquisition, parce que c'était l'objectif. On s'est lancé comme dès le lendemain sur les plans d'acquisition. Nous regardons en fait 4 axes. Aujourd'hui, Eva Group, il a 4 piliers. Premier pilier, c'est la tech. On n'achètera pas grand-chose dedans parce qu'on est les plus avancés dans la beauté en tech et heureusement parce que c'est le plus cher. Le deuxième axe, c'est les marques. C'est Eva Beauty. Là, on achète. T'achètes quoi? Je cherche des marques qui sont complémentaires aux miennes. Par exemple, qui sont distribués dans des retailers où je ne suis pas, ou même dans des retailers où je suis, qui augmentent l'enveloppe. Donc, des marques de beauté. Le troisième pilier, c'est Eva Experience. C'est les boutiques, l'expérience. Pas le retail pur, mais l'expérience. Tu penses à quoi? Tu vois, l'atelier du sourcil, c'est ça. Des choses similaires. Ok. Et Média, et Eva Média, qui est aujourd'hui My Little Paris. Je ne cherche pas du média dans le sens média tradi. Je cherche des choses qui ressemblent à My Little, donc du média expérientiel, communautaire, digitalisé à max. Ça aussi, ça peut rentrer. Et évidemment, renforcer le côté majeur de la boîte, qui est l'abonnement. Il faut savoir que Eva Group fait aujourd'hui, sur les 43,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, nous avons 55% de notre business est en abonnement. C'est une partie récurrente énorme. 20% en produits, 20% en services, et le reste, c'est en médias et redevances. Donc, l'angle Netflix de la beauté, l'angle abonnement est très, très important chez nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on va absolument renforcer. Je pourrais plonger sur chaque sujet pendant des heures. Tu as parlé de ton frère tout à l'heure. C'est ton grand frère? Ouais, c'est mon aîné en fait. Il a 8 ans de différence que moi, Georges. On s'est vu plusieurs fois, on n'en a jamais plus parlé que ça. Mais est-ce qu'il y a ce côté, parce que lui aussi est allé en bourse, tu le disais, lui aux États-Unis, mais est-ce qu'il y a ce côté un peu compète dans la famille? Pas du tout. La famille Karam, c'est une famille très aimante. Ça n'empêche pas.
Non, de on a été se tirer un élevé. peu- Je de se tirer vais un peu donner la un bourre, tu exemple vois. pour que tout le monde comprenne. On a été élevé. On est 3 garçons et une fille avec mes parents. Si maman mettait par exemple à table 5 pommes, personne ne mange. Personne. Parce que tout le monde va dire, ah ben, il y en a un qui va pas manger là. Si c'est pas divisible, hein, on peut diviser la pomme. Mais D'accord, parce que si c'est pas c'est ce divisible, que j'allais te si proposer c'est une pas solution. divisible, personne ne la touche. Parce que tout le monde va penser à l'autre. Moi, je considère que tout mon argent, mon frère Georges, il en a besoin, ou Joseph, il n'y a même pas réflexion, quoi. Il prend tout. T'as oublié ta sœur. Ma sœur, c'est Pas osé. ma sœur, c'est comme ma jumelle. Hein. Il y a 1 année et 3 mois entre elle et moi. T'es dangereux, hein. Tu m'amènes dans des Pardon. sujets que j'aime pas trop parler de ma vie privée, mais ChatGPT n'en sait rien. Mais Georges est public, c'est pour cela que je parle plus de lui plus facilement. Mais Georges, il a été mon aîné réel. Ça veut dire que c'est lui qui m'a formé quand j'étais petit. C'est lui qui m'a appris les maths et la physique au début et qui m'a même injecté cet amour pour moi, pour la physique et pour les maths. Quel est le premier de la fratrie qui a lancé une Georges. boîte? C'est lui. Non, sur le boîte, moi. Ah, Ouais. ok. Moi, j'ai toujours été un peu rebelle. Hein. Mon père n'a jamais voulu que... il a 3 garçons, donc 3 garçons dans la période de la guerre. Bon. Il a été très, très dur par rapport à ça, que personne de nous s'y mêle, de près ou de loin, à la guerre. Il a réussi très, très bien avec Georges, parce que c'est l'aîné, il a eu une éducation hyper militarisée. Avec Joseph, un peu moins. Avec moi, il a lâché prise. Et donc, moi, j'étais le premier à créer une boîte, à la coter en bourse. Georges était plutôt grande structure. Donc, il a commencé à Philips, puis après, il a fait la SAT, Sagem. Et un jour, il est contacté par un très grand entrepreneur aux États-Unis. Au début, il ne voulait pas le faire parce que c'était petit pour lui. Il commandait 3000 hommes chez Alcatel. Il n'allait pas venir avec 7 mecs. Donc, mais finalement, il a été convaincant, le fondateur américain. Et c'est comme ça qu'il s'est mis dans la première start-up qui était Pacific Broadband Communication, qui a été vendu à Juniper Network. Et c'est comme ça qu'il a fait ses premiers millions. Et à partir du moment où il a été piqué, il a c'est relancé difficile de revenir Sequans. en arrière. Ouais, et Sequans Communication qui l'a amené en bourse derrière. J'en parlais en intro, je passe d'un sujet à l'autre et après j'ai plein de questions surprises, dont certaines de tes proches. Ah. J'ai hâte d'entendre, elles m'ont fait marrer en plus. Avant ça, on parlait rapidement de ton passage à Qui veut être mon associé et je te parlais un peu de cette mode là où tout le monde lance des club deals sur différentes verticales et je te demandais ce que tu en pensais. Donc je vais te leur demander... maintenant, pour le partager, qu'on pousse un peu. Je vais être très, très réservé un maximum, mais moi, j'aime pas blesser quiconque. Hein, donc, c'est pas ce que je te demande et c'est pas créer du clash pour... Mais voilà, pour moi, Qui veut être mon associé, c'est une émission d'utilité publique. Elle fait vibrer le tissu entrepreneurial français. C'est une manière aussi de rapprocher les Français des patron. Exactement, avec une autre définition. Exactement. C'est quoi un patron? Pas le patron voilà. de ce que vous avez grandi, qui ramène les gens dans les mines en buvant du café en haut. Non, les patrons qui vont au combat devant leurs salariés, donc les vrais entrepreneurs, etc. Et les Français commencent à comprendre ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a qu'à voir, être entrepreneur, c'est comme être DJ il y a 5 ans. Donc, on commence ça marche bien en soirée. Hein. Ouais, ça marche super bien pour draguer, putain. J'aurais dû être ça beaucoup plus tôt. Ou plus tard. C'est pas la bonne. Et en fait, la problème, c'est quelque chose qu'on a fait vraiment et qu'il faut préserver. Donc, dans le principe de l'émission, on ramène des entrepreneurs normalement expérimentés qui ont réalisé du cash-out, donc qui ont de l'argent et qui investissent dans d'autres entrepreneurs. C'est quelque chose qui est très... et la France l'a fait d'une très belle manière parce que c'est pas Shark Tank, pourtant c'est Shark Tank, l'émission, c'est la licence. C'est pas Dragon Den,
c'est qui veut être mon associé. C'est On est vraiment ensemble. la manière française de faire les choses. Et ça a marché parce qu'il n'y a qu'à voir l'audimat de M6 là-dessus, il n'y a qu'à voir tout ça. Ce qu'il faut, par contre, ça met énormément de responsabilités sur les gens qui sont assis sur les fauteuils, dans leur manière de parler, parce que on n'est pas des purs influenceurs. On peut influencer, mais il faut influencer dans la bonne manière. Il faut qu'on fasse du bien à notre pays et pas remplacer des mauvais mots du passé comme patron par des mauvais mots nouveaux, parce qu'on recasse ce qu'on a construit. Donc pas transformer patron en influenceur, c'est ce que tu dis? En influenceur léger, en buzzer, parler, il faut qu'on parle, il faut qu'on raconte c'est quoi l'entrepreneuriat, C'est quoi la vraie vie évangéliser, d'entrepreneur? mais raconter vraiment les choses comme elles sont. On peut satisfaire son ego si on en a besoin, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même rester dans les règles qu'on a une responsabilité, et cette responsabilité, il faut qu'on l'exerce à 100%. La deuxième chose, c'est que moi, je pense, et si je l'ai dit beaucoup de fois à tous les gens de Kuvema, c'est pas la peine. Enfin, moi, j'ai attendu à bien réussir, et si on peut dire bien réussir, c'est déjà, je trouve le mot pompant, hein, parce que la réussite vérité, n'est c'est que que relative. Et puis Ça veut dire que veux moi, toujours je aller suis là, après. l'autre est là, mais il y en a un autre là. Donc, moi, je vais essayer de chercher là. Donc, tu vois, c'est relatif. Mais en tout cas, à un certain niveau, avant d'aller à la télé et raconter ma tambouille. Et je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Aujourd'hui, que je sois dans qui veut être mon associé ou pas, j'aurais été un entrepreneur qui a réussi. J'ai été un entrepreneur qui a réussi avant. Ouais. Après, ça peut-être, pour le coup, ça t'a peut-être aidé là pour l'IPO sur le retail, cette visibilité. La notoriété que j'ai auprès des gens m'a aidé. Ouais. Pas la Kuvema, le sens. Tout à Pourquoi? fait. Je vais expliquer un truc. C'est très facile d'être connu. Très, très facile. Tu descends en bas, là, tu mets 2 claques à un gamin. Il y a quelqu'un qui te screen. Ouais, bon, là, 10 minutes après, toute la t'es terre te connaît. Donc la question, c'est connu pourquoi? Il faut être connu, c'est une chose, mais il faut être aimé et il faut être apprécié à sa juste valeur et respecté. Les gens, ils te donneront pas de l'argent parce que tu es connu. Là, aujourd'hui, on prend un comédien, un machin, enfin, il veut faire un IPO, bah vas-y. Combien il y en a eu de guests qui sont venus dans Qui veut être mon associé? Patrick, il est venu. Il y a plein de gens qui sont venus soutenir des chanteurs, etc. Et pour autant, le move de nous, notre investissement, n'a pas joué. C'est-à-dire que moi, j'ai investi dans PEMLab parce qu'il y a Laurie seulement? Non. J'ai vu le côté que Laurie peut apporter à PEMLab, mais j'ai investi parce qu'il y avait 4 entrepreneurs devant moi avec un projet qui défendent, etc., etc. Donc, les gens vont te suivre s'ils te respectent, s'ils reconnaissent ta valeur, s'ils ont confiance en toi. Vous avez un message. Avec toutes les précautions qui s'imposent, une question de Karine Macari Ah, Coco Mac Mac. que je te propose d'écouter maintenant. Alors Jean, quel est ton comportement le moins compatible avec ton image de grand entrepreneur? Ah bah... Tu trouvais mes questions difficiles? Ouais, elle est difficile, mais celle-là, je m'attendais, quand tu m'as dit Coco Mac Mac, j'ai compris que la Comédienne. question allait être Franco-libanaise. Ouais, une comédienne franco-libanaise incroyable qui a le sens de l'observation très fin et qui arrive à prendre à caricaturiser quelques traits de la communauté libanaise ou franco-libanaise et l'exagérer pour nous faire rire dessus. Tirer les traits. Ouais. C'est génial. En fait, ce qu'elle fait est superbe. De toute manière, je n'ai pas besoin de lui faire de la pub. C'est
stand-up à Paris, ils sont tout le temps hyper remplis. D'ailleurs, je vais aller la voir le Alors, 16. Jean, quel est ton comportement le moins Je repose la compatible question. avec ton image de grand entrepreneur? Et je t'ai coupé parce que je sais pas exactement quand on diffuse, mais je crois qu'on diffuse juste après Ouais. la date. Donc, En fait, donc pour dire, je vais la voir bientôt. En fait, les gens peuvent considérer certaines choses incompatibles. Pas moi. Par exemple, ma manière de m'habiller. On peut dire que si je regarde par rapport à la communauté financière et entrepreneuriale française, c'est vrai que c'est différent. félicitations pour ton brevet de pilote, hein, d'ailleurs. En fait, je suis au niveau du lâcher, lâcher solo. C'est dommage. On voit pas tes chaussures, faudra peut-être les mettre à l'image. Ouais, tiens, mais c'est toujours. Si t'étais tombé là, on faisait péter l'audience. Là. Non, mais je tombe pas, je suis un sportif. En fait. Ou tu te relèves. Et en fait, je pense, on peut penser que c'est incompatible, mais c'est très malin. Et j'en ai parlé dans mon livre. Je dis que tout le monde a envie de ressembler à Steve Jobs avec des cols roulés, etc. Devient Steve Jobs avant de lui ressembler. La chose importante, c'est d'être différent. Tu dois envoyer un message, comme quand tu vends ton appart, les 90 premières secondes sont déterminants. Donc, montre que tu es quelqu'un. Personne ne s'excite sur la masse, en fait. Quelle est la plus grosse punition qu'on a donnée aux gens d'ordre général? C'est de leur donner des numéros. Si je te dis tu es le numéro 356, il y a des communautés qui gardent cette blessure des années, des dizaines d'années derrière, au fond, parce qu'on a enlevé l'individualité à La l'humain. singularité. Voilà. Et donc, ça peut être vu que c'est celle-là, mais moi, je considère que c'est un de mes points forts. Quelle est la chose la plus ridicule qui peut sincèrement te mettre de mauvaise humeur? C'est toujours Coco Mac. Pardon, Karine, j'avais pas vu que tu y allais aussi. C'est d'être, si je voulais parler aux Libanais, c'est d'être un haouniste, mais quelqu'un qui est avec le général Haoun, encore. Mais ça, c'est très ridicule. Alors, comme j'ai pas toute l'histoire, j'ai rien compris. Mais c'est un message à la communauté. Et alors, On pour peut pas les être autres. plus ridicule que ça. Non, c'est les choses ridicules. C'est aussi c'est de penser que beaucoup de gens pensent que l'apparence et le fond sont les mêmes. C'est faux. Je pense que la bif est le moine. C'est ridicule. Je me rappelle de quelqu'un qui a acheté une affaire à moi. Il est venu avec une voiture cassée, il était mal habillé, etc. Donc, on dirait qu'il n'avait pas l'argent. Et pourtant, il l'avait. Donc, en fait, autant avec mes habits, je veux me différencier, autant l'apparence, se méfier. Et d'ailleurs, méfiez-vous aujourd'hui sur les réseaux de tous ceux qui vous donnent des conseils à tout va, et en particulier pour les entrepreneurs, qui eux-mêmes n'ont jamais rien fait. C'est ça qui est hyper important. Quand on conduit une voiture, on ne réfléchit pas parce qu'on a intégré tous les éléments de la conduite dans notre instinct, dans notre cerveau, ça va tout seul. Donc, si je vais apprendre à quelqu'un à conduire une voiture et j'ai conduit, c'est facile. Mais si j'ai jamais monté dans une voiture et je vais lui apprendre à conduire, c'est quand même compliqué. Si tes entreprises pouvaient parler, laquelle se plaindrait le plus de toi? Elle est fabuleuse. Hein. Je vais la tuer si je la vois. Je ne la connaissais pas. Je l'ai découvert. Je pense pas qu'il y en a. Ah, t'es obligé de répondre. T'as pas le droit de te défiler. Non, mais franchement, tout le monde m'aime beaucoup. Sinon, elle va faire un sketch spécial. S'ils doivent dire des choses, c'est que je les amène à faire des choses qu'ils pensent impossibles. Mais après, une fois qu'ils le réalisent, ils se rendent compte
Et franchement, j'ai une c'est une question très difficile parce que j'ai une très, 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 très bonne relation avec mes staffs et mes équipes. Mais je pense que c'est difficile. J'arrive pas. Voilà, la seule chose que je peux dire, c'est que je les pousse à faire des choses tout le temps et non-stop. Ça peut être fatigant. Je peux être usant un peu. Mais à la fin, on a la récompense. Quelle est la remarque la plus honnête qu'un proche t'ait faite et qui t'a vexé parce qu'elle était vraie? Putain, mais d'où elle sort et alors en plus, on leur demande, est-ce que tu as une question? Elle nous en a fait 6. Putain, mais T'as le droit de dire, t'as le droit de dire Joker, on arrête. Stop ou encore. En fait, dans ma famille, on n'ose pas trop me faire des remarques. Non, en fait, ma famille me ramène. Dans ma famille, je suis toujours le jeune garçon qui a 9 ans et qui est le dernier de la fratrie. Et j'entends tous deux. Mon père, quand j'ai gagné beaucoup d'argent, j'étais très, très excité et il m'a dit Jean, c'est que de l'argent, au cul de la vache, quoi. Tu vois, je venais de devenir millionnaire, ma boîte valait 430 millions, j'avais 27% de cette boîte, j'avais plusieurs millions sur mon compte déjà en vente et tout. Et papa j'ai eu un coup de fil de mon père et je lui ai dit, voilà, ça y est, papa, je suis coté. J'étais hyper heureux, j'avais 31 ans et le mec, il me dit super, machin. Et puis il me dit, Jean, c'est que de l'argent. Et je lui ai dit, tu peux pas attendre demain pour me le dire. Demain, quoi. Ta leçon de morale, là. Mais c'est important d'avoir ces proches qui te ramènent à... Mais oui, en fait, je me sens pas dans ma... Si eux le font pas, personne ne le fait. Et de toute manière, ce que je dis dans les remerciements de mon livre, c'est ma famille et mes amis, les vrais, me traitent toujours en tant que Jean Karam et pas en tant que le PDG de tout ça et la personne connue. Il y en a encore 3, je t'en propose 2. Ouais. Quel est ton niveau réel de compétence en tâches adultes de base? Par exemple, plier une chemise, monter un meuble, trouver un bon plombier. Alors, je suis impressionnant en cuisine. Je cuisine très, très, très bien. Ils ont qu'à demander à mes enfants. Tout ce qui est... Je suis extrêmement propre. Donc, chez moi, c'est hyper nickel. Même dans mon appartement qui est à moi seul. Et attends, c'est toi qui fais tout? Ouais. Et dans mon appartement à Paris, j'ai 2 appartements à Paris, un pour ma famille et un pour moi, complètement. Le mien est plus petit, exprès. Il est taillé, c'est comme une très belle suite d'hôtel. Et j'ai dit à mon assistante, j'ai pas de femme de ménage qui rentre, c'est interdit. Je veux que ça soit moi ma zone. Donc je range tout dans un sac et je leur donne au pressing et des choses comme ça. Mais c'est moi qui nettoie à l'intérieur, c'est moi qui fais tout à l'intérieur et je suis très bon. J'ai appris à repasser une chemise à 20 ans, et j'ai bien appris. Je sais vraiment tout faire. La seule chose que je ne sais pas faire, c'est le bricolage. Si tu me demandes d'accrocher un tableau au mur, je te fais un trou comme ça dans le mur. Donc, je suis nul en bricolage, mais vraiment nul. Je pense être le plus nul de France même. Allez, une dernière de Coco Mac. Tu préfères perdre ton téléphone pendant 24 heures ou devoir répondre honnêtement à toutes les questions de tes proches pendant 24 heures? À commencer par les siennes. Je réponds toujours honnêtement, quelle qu'elle soit la question. On l'a prouvé dans cet épisode. Donc, ça ne me dérange pas de répondre à toutes les questions possibles, imaginables. Et en plus, je maîtrise l'art de l'esquive. Et perdre ton téléphone pendant 24 heures, ça, c'est compliqué. Ça, c'est très, très compliqué. Ça me fait flipper même. Parce que je reçois à peu près 10 000 messages par semaine. Si je ne nettoie pas en continu, c'est l'horreur.
Et ça me fait même flipper. Rien que d'y penser, là, ça me stresse. 10 000 messages. Ah oui, par semaine, ouais. Alors, quand ça répond, c'est toi qui réponds quand tu me réponds ou c'est quelqu'un d'autre? Non, tout le temps Non, c'est moi. toi. Ok. Ouais. Faut que tu demandes à Claude de t'aider. Non. Ça, c'est risqué. Je nettoie tout le temps. Allez, on a 2 dernières questions, mais plus de Coco Mac que je te propose. Michel Benzeno, Ah. QVMA Amplify. Une femme exceptionnelle. Un vrai capitaine de bateau. Elle est géniale. Elle est vraiment top, cette femme. Attends, ces questions. Non, mais je l'aime même si elle me met en difficulté. Non, je crois pas que ce soit l'objectif. On l'écoute. Bonjour Jean, j'avais 2 questions pour toi. La première, est-ce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas apprendre sur l'entrepreneuriat? Quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas et que personne ne pourra jamais nous donner? C'est la grande question éternelle sur l'inné et l'acquis. Je pense que pour être un vrai entrepreneur et réussir, il faut être quelqu'un d'heureux. Or, on ne peut pas apprendre aux gens d'être heureux. C'est impossible. Les Américains, ils disent « Hire the lips and we will take care of the rest ». Quelqu'un d'heureux, c'est impossible à former. Le reste, les compétences, on les apprend. On pourrait considérer que la résilience est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. C'est vrai, pas en enseignement, mais la vie peut nous l'apprendre. Ouais. Si on a l'énergie de se battre et si on a cette joie, en fait, qui permet aux gens de se battre. C'est pour ça que moi, je dis qu'être heureux est essentiel. Mais alors, et c'est presque quelque chose qui est essentiel dans la vie en général. Pourquoi c'est un impact particulier pour l'entrepreneur? L'être heureux, parce que les gens qui sont heureux, ils passent pas leur temps à pleurer sur leur sort, ils se battent. Les gens heureux, ils énergisent tous les gens autour d'eux. Les gens heureux, ils attirent les gens vers eux. Et les bonnes personnes. Et les bonnes personnes. Les gens heureux construisent des projets heureux pour les autres. Et c'est la seule manière pour faire des boîtes qui perdurent, c'est de créer de la vraie valeur. On peut niquer les gens, entre guillemets, sur le court terme. Sur le long terme, ça ne marche pas. C'est une des choses qu'il faut que tous les entrepreneurs je rejoins la question de Thomas, c'est l'inné, l'acquis, c'est quoi? C'est ton éducation, c'est la famille dans laquelle tu viens, c'est ce que tu as vécu, c'est un état d'esprit. C'est vrai qu'être heureux, c'est quelque chose qui est... la majorité des gens, ils ont ce qu'il faut à la naissance. Évidemment, il y a des gens qui ont des maladies qui les empêchent de l'être, mais après, c'est vraiment l'entourage dès le début. La famille, le rôle de la famille est primordial dans la construction de tout. Qu'est-ce qui est de plus horrible au monde que la guerre? Rien. Et pourtant, moi, je suis né dans une guerre, mais mon cercle familial était tellement bon, tellement aimant, tellement joyeux, qu'on a oublié même la guerre et j'ai pu me construire au sein de cette famille. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel. Comment tu l'apprends aujourd'hui à tes enfants? J'espère. J'adore. Ça, c'est... je transmets à mes enfants un amour illimité. Pour moi, c'est très, très simple. Les enfants mimiquent ce qu'ils voient. On ne peut pas demander à des enfants adultes, devenus adultes, d'aimer leurs parents si leurs parents ne les ont pas aimés à la base réellement. Moi, mes enfants, ils savent que, et je le dis, mais avec beaucoup de force, si un de mes enfants a besoin d'un cœur, je l'ouvre moi avec mes mains pour leur donner. Alors toi qui es quelqu'un de propre, c'est pas la meilleure manière de faire la transplantation. Merci. Pardon. Petit tip, c'est parce que tu l'as jamais fait, mais j'ai vu des tutos. Ouais, tu casses ici et tu ouvres. Ça c'est non, Superman. Que ça c'est Superman. Je réfléchirais même pas. Enfin, pour moi, même ce que je fais dans ma vie,
ils sont tout le temps dedans. Ça veut dire qu'à la limite, il y a des fois où c'est très difficile. Le business, c'est dur, hein, l'entrepreneuriat. C'est pas toujours on sonne la cloche et tout va bien. Non, il y a des moments très, très durs. Et ces moments durs, peu importe l'humain, à un moment, il dit, putain, mais pourquoi je fais ça, en fait? Et j'ai entendu le PDG de NVIDIA il y a quelques jours. Il l'a dit, ils lui disent, quand tu t'es lancé, tu savais les choses aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Il les regarde, il a dit, je l'aurais même pas fait. Tellement c'est difficile. Ah non, Attends. parce que cette transition Attends, avec magique. cette deuxième question que te pose Michel, elle est parfaite. Et la deuxième question que j'ai pour toi, si tu pouvais passer 1 heure avec le Jean-Michel Caram de 25 ans, pas pour lui donner des conseils, mais pour lui poser des questions, qu'est-ce que tu voudrais lui demander et qu'est-ce que tu voudrais apprendre de lui? Est-ce que j'aurais fait tout ce que j'ai fait? Je l'ai dit dans mon discours de la cérémonie de la cloche. Et, le patron d'NVIDIA, il a dit, je ne sais pas si je le ferai. Moi, je l'aurais fait. Je l'aurais fait parce que moi, je suis un homme libre qui aime les sensations fortes. Et dans le marché, on dit que je suis un aigle. Mais c'est parce que, en effet, l'air est mon élément. Et j'ai besoin de beaucoup de liberté. Peut-être j'aurais fait une seule chose qui est différente. La seule chose que j'ai dit, et c'est elle a choisi le bon âge, en plus 25 ans. Et je serais resté avec ma mère un peu plus. Quelle question tu poserais au gamin de 25 ans que tu étais? Est-ce que tu penses que l'argent dont tu cours derrière pour mettre les tiens à l'abri et te construire un avenir, est-ce que tu penses que ça en vaut la peine? La meilleure des questions, et je pense que tu as la réponse. L'argent apporte beaucoup, mais pas ce qu'on pense. C'est sûr. Écoute, toujours un bonheur de t'avoir avec nous. Merci pour la transparence, la pondération aussi, même si La tempérance, la prudence, c'est les vertus cardinales. mais pour La cette ode résilience. à la liberté et au bonheur. Merci de m'avoir accueilli. À très bientôt dans 40 nuances de Next, Cash Out. J'espère pas planter, mais en tout cas, peu importe où on te recevra, on sera ravis de t'avoir avec nous. Merci Karine et merci à vous jusqu'à la dernière seconde d'être avec nous. Feuille blanche. 40 nuances de Next.